Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel exemplaire de webinaire Simco Consulting. On va parler aujourd'hui d'automatisation pour densifier le stockage et gagner de la surface, un vaste sujet dans nos exploitations. Le programme du jour, s'il veut bien venir. Ah, ah. Voilà. Le programme du jour, donc, une présentation de Simco Consulting, comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, on va parler du contexte, de l'approche méthodologique, qui est assez important. Finalement, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on veut exploiter la hauteur, pourquoi est-ce qu'on veut densifier le stockage. On va forcément approcher les technologies. Précisons ici que Simco Consulting est totalement agnostique vis-à-vis des fournisseurs du marché, ce qui signifie que vous allez avoir des visuels. On remercie les fournisseurs qui nous permettent de présenter nos visuels dans ces quelques slides. Vous allez avoir des visuels, mais on ne fait pas de placement de produits, pas de publicité pour aucun fournisseur du marché pour notre écosystème. On vous présente, nous, cette démarche avec donc un aperçu des technologies qui ne sera pas forcément exhaustif, mais c'est des choses qu'on peut envisager derrière sur des discussions un peu plus privées. Quelques points d'intention également, puisque la technologie ne fait pas tout, l'automatisation ne fait pas tout, n'est pas applicable partout, et c'est important de maîtriser à 360 degrés son projet quand on imagine donc euh, d'automatiser donc tout ou partie de son entrepôt. Et puis, comme d'habitude, vous avez à votre disposition un chat à travers donc cet outil GoToWebinar. Vous pouvez poser vos questions au fil de la présentation et je vous encourage à le faire de manière à ce qu'à l'issue d'ici 3/4 d'heure environ, on puisse passer en revue ces questions et tenter d'y répondre. Encore une fois, vous le voyez ici, on est indépendant de tout fournisseur du marché et je vous propose donc de démarrer et de prendre de la hauteur sur la situation et d'aller chercher, décidément ça veut pas, d'aller chercher donc ces automatisations qui nous permettent de densifier le stockage. Alors, petite présentation de Simco Consulting. Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux à vous connecter pour la première fois à nos exercices, à nos webinaires. Vous êtes issus essentiellement d'industries manufacturières, de secteurs agroalimentaires, santé, pharma, cosmétiques, automobile, aérospatiale également. Quelques prestataires logistiques sont parmi nous, quelques fournisseurs de l'écosystème aussi qui aiment bien et qui apprécient nos webinaires. Donc on a un panel commerce et grande distribution aussi, commerce pardon et distribution de détail, hein, pas mal représenté également aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez constater ici qu'on a un certain nombre de clients qui peuvent se rapprocher de vos activités. Ce sont quelques-uns de nos plus de 600 clients pour lesquels nous avons travaillé depuis 1981 sur du conseil en logistique et supply chain avec une connotation très forte sur la partie intralogistique, de la partie étude de faisabilité, quelque chose que je vais vous présenter aujourd'hui en termes de méthodologie pour arriver à identifier la bonne source d'automatisation des entrepôts, mais aussi l'accompagnement sur l'externalisation logistique et transport. On fait de la formation, on assure également toute la partie mise en œuvre, hein, puisque les Yaka Faucon, c'est bien, mais nous, on est très terrain, on a chaussures de sécurité aux pieds, et on aime bien quand on propose des solutions, quand on propose des alternatives, et que vous avez choisi le scénario idéal, vous accompagner dans la démarche avec les différentes étapes de projet détail, cahier des charges, test, et puis donc phase de mise en route et de démarrage. Et ça, vous allez le retrouver dans ces quelques pages. C'est un petit peu lent aujourd'hui, avec y compris nos chiffres clés. C'est Simco Consulting, groupe italien, présent en Italie, en France et bientôt et en cours d'installation en Espagne. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, une trentaine de consultants en tout, plus des consultants indépendants qu'on vient positionner en fonction de charges de travail ou de compétences spécifiques, avec également un réseau de managers de transition
Et donc, cette offre que vous pourrez prendre le temps d'observer, de regarder, puisque vous allez être destinataire des slides et des supports de présentation donc de ce webinaire, ainsi que de la vidéo. Voilà. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions également sur Simco Consulting, le chat et vous posez vos questions. Alors le contexte il est relativement simple. Aujourd'hui on a une évolution de nos besoins d'entrepôt. On a une augmentation assez phénoménale avec l'augmentation des cycles de vie des produits, des références à stocker, plus ou moins actives, plus ou moins des produits qui prennent des fois plus ou moins la poussière dans nos entrepôts. Donc des exigences également normatives de pièces de rechange. Donc, on traite de plus en plus de dossiers sur la distribution, soit sur la pièce neuve, soit sur la pièce donc de rechange en service après-vente, avec des contraintes forcément là aussi de délai et de disponibilité de stock. Les normes évoluent dans nos entrepôts qui nous font évoluer. Hein. Je pense notamment à ce décret Lubrizol qui vient perturber un petit peu la manière dont on stocke nos produits. Et quand je dis un petit peu, ça peut avoir des grandes conséquences, y compris pour certains de nos clients qui ont été obligés de revoir totalement leur dispositif et leur de stockage de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis. Des exigences de traçabilité, de temps réel, de notification, de numéros de série, la multicanalité qui fait que on a non seulement multicanal en termes de points de distribution, mais également multicanal en termes de collecte de commandes, tout ça qui doit rentrer dans notre système d'information. Et puis cette fameuse exigence et cette promesse client, alors parfois issue de nos amis du marketing, avec qu'on a obligation de tenir puisqu'on a une réputation digitale aussi à la clé bien souvent et donc de plus en plus de clients qui consultent cette réputation et ces commentaires. Donc il faut qu'on soit bon. Il faut qu'on soit bon et en même temps il faut qu'on maîtrise nos coûts, qu'on ait le bon niveau de stock et qu'on exploite au mieux nos dispositifs dans un contexte où et on va le voir après, de pénurie. Alors c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais de pénurie de surface d'entrepôt dans un contexte de réindustrialisation. Et donc on va aller chercher de la valeur. Et la valeur dans nos entrepôts, et nos financiers nous le demandent évidemment, hein, c'est dire mais il faut faire plus avec moins. Pourquoi? Parce qu'on va réintégrer une ligne de production, parce qu'on va modifier le fonctionnement, on va prendre, on va ouvrir ou des références ou des gammes de produits supplémentaires pour aller augmenter donc la partie chiffre d'affaires. Et tout ça, donc, on nous explique qu'il faut le faire donc en restant finalement dans nos murs ou dans un contexte assez restreint. Et on a un exemple ici de visuel où ouais, on a un bel entrepôt que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir, je suis sûr, avec une belle hauteur utile, mais où on va exploiter donc uniquement 2 mètres de haut. Et donc, on va estimer qu'on perd à peu près 3/4 de pourcent du volume. Donc, on on occupe bien la surface, hein, on le voit, même si on va travailler sur cette surface à travers nos systèmes automatisés et notamment la largeur des allées de circulation, mais c'est surtout ici qu'on ne va pas du tout chercher de la hauteur et c'est bien un des attraits de l'automatisation aujourd'hui, c'est comment je vais chercher de la hauteur en fonction de mon activité, en fonction donc de l'outil dont j'ai à disposition. Quelques chiffres qui ont été mis à jour récemment également hein, qui expliquent ce contexte de recherche. Aujourd'hui, on a des seuils de tension qu'on explique à 5%, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté d'aller trouver des entrepôts en fonction de nos régions. On a des prix qui sont relativement disparates et qui sont très liés justement à l'offre et la demande, puisque sur l'Île-de-France, on atteint des taux de 89 € le mètre carré par an dans les entrepôts, là où on peut descendre sur Bourgogne-Franche-Comté par exemple, hein, qui est sur lequel il y a des bâtiments qui sont aujourd'hui et des surfaces qui sont disponibles qui descendent à 55 € du mètre carré. Mais quand on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'être localisé dans un endroit
très densifié ou avec un loyer très cher, et parce qu'il y a aussi des équilibres et des exigences CO2 par rapport au transport, eh bien, on va éviter de s'étaler trop sur la dalle et on va plutôt privilégier de la hauteur et on va regarder comment justement on peut aller privilégier cette hauteur. On est aussi dans un mouvement de réindustrialisation, en tout cas depuis quelques années. Ça se tasse un petit peu actuellement avec un contexte qui n'est pas forcément des plus évidents, mais des chiffres qui continuent à être donc avec des soldes positifs de réindustrialisation. Et là aussi, ben, on va réindustrialiser sur des friches, dans des bâtiments existants. On va déménager des activités et donc quand on réfléchit à ces déménagements d'activité, on va forcément réfléchir à le meilleur moyen d'exploiter la hauteur. Alors pour ça, on a besoin d'être méthodique. On a besoin de savoir finalement comment faire, qu'est-ce qu'on va chercher, et toujours dans ce contexte, avant même d'aller chercher une méthodologie, on va prendre un petit peu de recul et de hauteur, puisque bah, bien souvent quand on discute avec les clients, personne rare se pose la question, mais finalement c'est quoi l'objectif et c'est quoi la raison d'être de mon entrepôt? Est-ce qu'on est plutôt sur un flux qui est très en amont du client, c'est-à-dire qu'on est proche de la production, on va plutôt travailler de la matière première, on va plutôt travailler des composants, on va plutôt travailler des produits semi-finis, ou est-ce qu'on est plutôt proche bah, du client final et auquel cas, ben, on se doit d'avoir des entrepôts régionaux, de gérer le dernier kilomètre et d'avoir donc tout un dispositif. Et là, on va plutôt être, alors évidemment, tout dépend des volumes et de la typologie de produits que vous avez, que vous gérez, mais on va plutôt être sur du plus petit volume. Donc, on va avoir une tendance gros volume, petit volume, et puis on va avoir un mixte quand on est grossiste, quand on est distributeur, quand on fait des produits spécifiques, on va devoir gérer dans le même entrepôt des gros volumes, des petits volumes, et on verra que cette notion de volume, gros volume, petit volume, a son importance. Euh, Évidemment, on peut parler aussi, ce qui peut expliquer des campagnes de construction d'entrepôts actuelles de la loi ZAN, hein, zéro artificialisation nette, je vais y arriver, qui va venir aussi restreindre et diminuer quelque peu donc les capacités de nouvelles surfaces, et donc avec ces alternatives dont on parlait tout à l'heure pour aller activer nos activités. Donc du coup, on va partir de ce besoin, hein, qui sont entrepôts d'usines, régionales, locales, etc. Alors on a essayé de faire une petite matrice, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas applicable forcément à 100% des cas, mais pour estimer justement, bah, là où on est plutôt sur des petits volumes, on est plutôt sur donc des volumes un peu plus conséquents, donc on va plutôt parler de colis et de palettes, par exemple, hein, et puis évidemment, on va traiter et on sait traiter du hors gabarit, y compris dans des scénarios d'automatisation. Alors attention, quand on parle d'automatisation, on parle d'automatisation de stockage, on peut parler d'automatisation de préparation de commandes aussi, hein, puisqu'on va changer un petit peu le paradigme. Mais en tout cas, on va travailler justement sur ces hauteurs et sur ces capacités à dire, bah, est-ce que je travaille au sol et j'ai un système, évidemment, on n'a pas des bras à rallonge, donc quand j'ai un système qui vient me permettre depuis le sol de travailler en hauteur, soit en solution manuelle qu'on connaît avec des chariots, élévateurs et autres, soit des solutions automatisées qu'on va creuser dans le cadre de ce webinaire. On peut travailler sur mezzanine, voilà, ce qui veut dire qu'en fait, on va multiplier des mètres carrés de dalles avec avantages, inconvénients, parce que eh ben, on a des niveaux à gérer, des produits à alimenter sur ces mezzanines à évacuer, mais on peut aller chercher un peu d'automatisation, donc y compris quand on travaille sur mezzanine. Et puis, bah, alors on est plutôt soit en départ de travaux neufs, soit sur des entrepôts spécifiques qui existent aujourd'hui. On peut travailler aussi avec des notions donc de dalle béton. C'est mon entrepôt pour éviter de rentrer dans les classes ICPE trop contraignantes, parce que
parce que j'ai pas envie de travailler beaucoup en hauteur non plus et que j'ai un travail essentiellement à hauteur d'homme ou voire un peu plus. Et ben, je vais plutôt découper mon entrepôt en plusieurs niveaux, avoir des notions de dalle. Et c'est un peu l'exemple que je vais vous montrer derrière, hein, sur si ça veut bien venir. Alors, j'ai un outil un peu réticent aujourd'hui. Il est déjà férié. Alors voilà, donc on a deux exemples bah, qui sont avec des grands noms hein, qui sont connus sur la France. Donc Amazon à gauche, sur lequel donc on a un entrepôt donc qui exploite la hauteur sur 4 niveaux, donc 4 étages d'albéton sur lequel on a des réseaux donc de robots, donc automatisation plus niveau et donc des systèmes donc pour changer de niveau. Et puis, on a des fois des hauteurs qui sont gérées de manière différente, et c'est le cas sur la photo de droite, Gennevilliers, où on a Ikea et Leroy Merlin qui sont installés dans le même bâtiment, mais avec deux hauteurs différentes. Et ici, on a même une rampe camion qui vient à l'étage sur l'exploitation du haut. Et donc, on travaille, on exploite la hauteur, mais euh, avec des véhicules aussi qui viennent se mettre à quai à la bonne hauteur. Et donc, on gère cette pénurie quelque part de mètres carrés de cette manière. Alors, ça, c'était juste un petit peu deux exemples qui nous montrent de la manière dont on peut aller chercher de la hauteur en contournant un peu ces contraintes ou ces besoins d'automatisation. Quand on va raisonner sur un sujet d'automatisation, évidemment, on va aller chercher la chaîne de valeur et donc les grandes étapes d'un entrepôt ou d'une activité, alors que ce soit entrepôt d'usine, entrepôt de distribution, puisqu'on s'adresse aux deux cas. On commence toujours par réceptionner la marchandise, alors soit depuis un quai, soit depuis donc une chaîne de fabrication. Cette marchandise, on va la mettre en stock, on va assurer du picking, du colisage, du dispatch d'expédition, on peut chanter des étapes et faire du cross-docking. Les petits logos que vous avez ici, donc qui montrent donc les petites flèches vers le haut, c'est plutôt bah, un premier critère d'appréciation dans mise en stock. Ouais, on peut aller chercher beaucoup de hauteur. Picking, on peut aller chercher beaucoup de hauteur. Colisage, consolidation, c'est un petit peu moins vrai. Réception, expédition, ben forcément, à un moment donné, il faut qu'on décharge des camions, qu'on recharge des camions. Donc, on va moins exploiter la hauteur. Encore que, sur un cas d'expédition, on peut très bien imaginer avoir des racks, de la massification, préparer des camions en avance quand on a des difficultés de synchronisation entre ben, notre charge de travail et donc les planifications de départ camion ou des enlèvements qui sont programmés dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais qu'on est obligé de préparer maintenant parce qu'on est contraint à la déclaration douane et on veut garantir et s'assurer à 100% de ce qu'on va mettre dans le camion. Donc on a forcément des fois euh, des besoins de buffer. Et donc, bah, plutôt que juste rester sur la dalle, on va mettre des structures qui vont nous faire prendre de la hauteur, qui vont peut-être générer la manutention supplémentaire, mais qui vont donner un poumon d'oxygène par rapport à l'activité, puisque n'oublions pas qu'un entrepôt, c'est du stock et c'est du flux, et que la bonne solution, la meilleure solution, elle est bien à consolider et à trouver l'équilibre des moyens et des espaces à dédier entre ce fameux stock et ce fameux flux. Qui dit automatisation dit philosophie goût sous personne, dit robotisation, dit AMR, AGV, convoyeur, hein, voilà tout ce qu'on voit, mais qui sont plutôt des travaux au sol. Qui dit aménagement de poste de travail, qui dit des interfaces homme-machine importants puisque bah, on est quand même sur des domaines qui sont avec des fréquences relativement importantes et donc on peut pas perdre de temps, mais on peut pas non plus abrutir entre guillemets les opérateurs qui sont sur ces postes de travail. Qui dit bufferisation, on en a parlé un petit peu sur la partie expédition, c'est que ça permet de désynchroniser la partie préparation avec la partie chargement. C'est des points qu'on ne pourra pas malheureusement aborder en 3 quarts d'heure ensemble dans le cadre de ce webinaire, mais on est entièrement à votre disponibilité pour l'évoquer et pourquoi pas imaginer un nouveau titre de webinaire pour développer ces points-là.
Alors en fait, je vous disais tout à l'heure, et on commence déjà à rentrer un petit peu, même si on est dans le contexte et dans l'approche méthodologique, on va bien distinguer des flux. Quand on va traiter d'automatisation, on va savoir mais qu'est-ce qu'on doit automatiser. Des petits volumes, des gros volumes, des hors gabarits. Alors quand j'entends gros volume, on est plutôt palette. Et donc on a aujourd'hui sur le marché des technologies qui sont plus ou moins récentes et qui nous permettent d'amener des solutions qui sont des grues. On va voir, hein, dans la famille des grues, on met du transstocker, on met du mini-load, on va détailler tout ça. Ce sont des armoires, des carrousels, hein, carrousels plutôt verticaux, parce que les carrousels horizontaux vont pas avoir une grande hauteur, ils vont plutôt s'étaler sur les mètres carrés. Donc, on peut imaginer avoir cette solution, mais sur mezzanine ou sur dalle, et donc exploiter la hauteur de cette manière. On va avoir des navettes, voilà, donc ce qu'on appelle shuttle ou des clamping, hein, c'est-à-dire que ce sont des navettes soit qui vont rester donc au sol, qui vont prendre un élévateur et qui vont aller dans les niveaux donc d'étagères de type colis ou de type palette, soit c'est des navettes qui vont elles-mêmes grimper au niveau donc des, des structures de stockage, soit c'est des navettes qui jouent maintenant même les souris, c'est que moi je l'assimile comme ça à une souris qui va se balader sous les racks et puis d'un seul coup va décider de grimper pour aller chercher des produits ou déposer des produits, pardon. La seule différence, c'est que la souris, elle n'a pas donc, de colis ou de bac sur le dos pour aller récupérer ou de palettes pour aller récupérer ou déposer des produits. Et puis on a des systèmes qui sont cubiques, où là on va plutôt gérer vraiment la verticalité, c'est-à-dire qu'on va entasser des produits les uns sur les autres, avoir un système de robots soit en hauteur, soit au sol, puisqu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui en termes de technologie et de fournisseurs. Et donc ici, quand on parle d'optimiser les allées de circulation, bah, c'est bien simple, on n'en a plus. Donc avantage inconvénient d'aller chercher par contre d'aller puiser en hauteur. Alors, cette automatisation, évidemment, on a besoin, avant de rentrer dans le détail des technologies, on a besoin de savoir finalement, eh ben, justement, quel est le besoin. Et donc pour ça, on a une démarche qu'il faut initier, que je vous invite à initier pour identifier justement ce besoin. Parle bien du besoin et pas des pratiques, puisque ça veut dire qu'on va mettre en place une évolution dans notre organisation et donc on va distinguer la pratique actuelle avec le besoin, retour aux sources, prise de hauteur, la montgolfière de tout à l'heure, et on va regarder finalement quel est mon besoin réel. Donc je vais analyser, on va analyser, on peut le faire pour vous euh, la base de données du projet, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un an d'activité, on va regarder quelle typologie de produits vous avez eu, quels articles, quelle famille, quel type de clients, comment sont composées les commandes, comment sont composées les réceptions, des pics d'activité par jour dans la saison. Peut-être que le pic d'activité du jeudi matin à 10 heures, il est plus fort que le pic d'activité de la journée pic du mois d'été, par exemple. Donc on va aller chercher vraiment toute cette analyse, tout ce besoin. On va transformer ce besoin existant en fonction de la stratégie de votre entreprise qu'on va aller, là, qu'on va appliquer sur nos produits en transformant des unités de gestion en unités d'œuvre. Et donc on va aller voir finalement dans 5 ans comment doit être équipé, à quel besoin doit répondre votre entrepôt. Là aussi, on parle de stock et on parle de flux, c'est important, de manière à pouvoir, en fonction d'un cadre de référence que vous allez définir, je veux transformer mon entrepôt dans les murs actuels, j'ai capacité à faire une extension, je suis prêt à déménager, je peux externaliser une partie chez un prestataire logistique, etc. Donc tout ça, on va tout mettre dans un pot d'analyse, un grand saladier, on va en nettoyer la salade, on va égoutter la salade et on va derrière, et c'est pas des salades pour le coup, vous montrer donc ce résultat avec donc le besoin, les réponses technologiques qu'on peut apporter et une estimation des coûts avec un certain nombre de livrables qui va vous permettre d'aller identifier, d'aller dire moi c'est cette technologie-là qui m'intéresse et attention, c'est pas forcément la technologie qu'a implémenté le voisin chez vous.
Et donc, on a un certain nombre de livrables qui vont vous permettre d'identifier parmi ces scénarios qu'on va avoir décrits en termes d'études de faisabilité en fonction donc de critères financiers, mais pas que, hein, c'est important. Effectivement, on a des critères financiers qui sont le CAPEX et les OPEX, et on verra un petit point d'intention sur le sujet un peu plus tard dans notre webinaire. On a donc ces critères, mais on a aussi des critères plutôt objectifs sur la capacité d'évolution de la solution, sur la facilité ou la difficulté de la mise en œuvre, sur la notion de phasage, sur les coûts d'implémentation, puisque à un moment donné, il faut faire un jeu de chaises musicales, il faut sortir des produits ou se faire la place et puis commencer. Donc il y a des solutions qui permettent de le faire petit à petit, d'autres sur lesquelles il faut tout raser et tout mettre en place. Voilà, donc tout ça va rentrer dans des grilles d'analyse avec des coefficients de pondération qu'on pourra établir ensemble de manière à pouvoir aller qualifier le mieux qui soit, le mieux possible, donc une solution est identifiée et appuyée sur un bouton en disant c'est plutôt cette solution-là donc que je vais mettre en place. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton, on est capable, et je vous le disais tout à l'heure, hein, de vous proposer un processus avec le projet détail, puisque quand on va comparer des scénarios, on ne peut pas descendre à un niveau de détail très fin. Par contre, quand on est sur le scénario cible avec quelques alternatives ou options possibles, là, on va pouvoir commencer à descendre donc au niveau très détaillé. Éventuellement, des outils de simulation dynamique, c'est des choses qu'on fait chez Simco. On reproduit digitalement une organisation pour tester des évolutions et faire aller jusqu'à la preuve de concept sans perturber un collaborateur ou un client. On vous accompagne sur le processus d'achat et puis on vous accompagne sur tout ce qui est processus de test, d'assistance à mise en route pour vous accompagner donc dans le changement. Une fois qu'on a défini le besoin, alors je suis allé un peu plus loin, je suis déjà sur la solution, mais le besoin qu'on a défini, besoin flux, besoin stock, va nous faire poser la question donc de la technologie. Et quand on va parler de technologie, eh bien on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, on est sur une technologie non automatisée pour exploiter la hauteur et pour densifier le stockage. On gagne de la surface, on n'est pas automatisé. Par contre, on exploite la hauteur et on est donc avec avantage inconvénient, c'est qu'on a des opérateurs en hauteur, c'est qu'il faut quand même aller déposer donc les produits et les redescendre. Alors, on n'est pas automatisé, mais on peut automatiser une partie et notamment avec des plateformes si ça veut bien venir, voilà, avec des notions donc de convoyeurs, de toboggan quand on parle donc de descente de produits, c'est un peu plus difficile à monter des produits sur un toboggan. Un système d'écluse qui va permettre de sécuriser au moyen d'un engin de manutention donc le fait de monter et redescendre la palette. On ne parle pas d'automatisation. Et quand on est sur les automatisations, donc on a des systèmes donc sur certains fournisseurs qui vont chercher des rampes croisées et des navettes. Hein, et donc au lieu de prendre un élévateur qui peut être un bottleneck, donc un point un point de ralentissement du processus et de bouchons dans les systèmes automatisés, donc va permettre donc de monter des rampes petit à petit en respectant des angles pour ne pas basculer les produits qui sont intérieurs. Où on a également donc tout ce qui est système hélicoïdal qui va venir se greffer sur des notions de convoyeurs derrière. Donc ça, c'est plutôt pour densifier le stockage avec la mezzanine en montant des produits, mais ça veut dire quand même qu'on a besoin d'opérateurs aussi bien en bas qu'en haut dans notre organisation. Et les slides passent pas très vite. Et derrière, donc ça veut dire aussi qu'on a besoin de changer de niveau. Et là, on voit que la mezzanine, elle n'est pas forcément uniquement sur du colis, elle peut être aussi sur la palette, puisqu'on peut avoir dans des systèmes d'élévateurs pour monter et descendre des palettes. Alors en général, on en a deux, hein, un qui monte, un qui descend, parce que c'est difficile, sinon tout le monde va attendre l'ascenseur. Et puis ça permet donc de sécuriser le flux en cas de panne d'un des ascenseurs. On a aussi des systèmes donc de plateaux ici, vous voyez, qui peuvent monter et descendre, donc avec une grosse capacité
en termes de poids et de volume, de manière là aussi à optimiser les flux. Donc tout ça, c'est des choses qui se calculent en fonction du besoin, des flux et des estimations qu'on va pouvoir faire. On passe maintenant, si vous le voulez bien, voilà, on va parler colis. Donc on sort du contexte mezzanine et là on va dire bah, comment est-ce qu'on exploite la hauteur dans un site industriel, dans un site logistique. Et donc on a plusieurs solutions qui s'adressent à nous. On a une solution, alors je viens de dire qu'on sortait de la mezzanine, mais en fait on va re-rentrer dans la mezzanine avec des étagères mobiles, hein, puisque c'est des solutions là qui vont nous permettre, non pas forcément de gagner la hauteur, mais au moins de gagner en surface et en mètre carré en raisonnant sur des allées de circulation, puisque comme on peut le voir ici sur le visuel de gauche, bah, les étagères sont collées les unes aux autres et donc un opérateur peut pas aller chercher un produit qui est collé entre deux étagères. Donc on gagne cette surface entre les étagères et on a donc un système de robot qui va aller chercher une étagère et qui va la ramener sur un poste de préparation. Alors c'est pas un robot, c'est X robots en fonction du besoin de flux. Et donc ben, quand l'opérateur va récupérer un produit sur ces étagères et va le mettre dans un colis ou dans un bac prêt à partir ou prêt en cours de préparation de commande pour un client, eh bien, le robot soit va rester parce qu'il y a un deuxième produit à venir chercher sur l'étagère qu'il aura ramené, soit va repartir avec l'étagère, un robot suivant va amener l'étagère et c'est en temps totalement transparent vis-à-vis de l'opérateur, puisque quand il va revenir à son poste de travail, il aura une nouvelle étagère avec peut-être un système donc, de détrompeur de type peak to light, c'est-à-dire qu'on éclaire l'endroit où il faut prélever avec un écran qui nous dit il faut en prélever 5 et donc j'en prélève 5 et on me dit où est-ce qu'il faut les mettre et là on va avoir un système de put to light, hein, si on parle d'aménagement de travail, donc on pose là où ça s'allume, pareil avec un détrompeur sur la partie quantité et donc bah, le temps que l'opérateur fasse ça et acquitte et dise au système c'est bon je l'ai fait, bah, il y aura eu donc une rotation de robot. Deuxième alternative, si on parle donc on est sur plutôt de l'AMR aménagé, hein, donc qui va nous permettre de faire de la préparation ou du stockage tout au moins en hauteur. Donc là, pas question pour un individu d'aller faire de la préparation en hauteur dans ces systèmes, hein, c'est donc le système ACR. On va plutôt aller stocker sur une grande hauteur, jusqu'à 12 mètres, des bacs. Et donc, c'est ces robots avec des bras qui vont aller chercher le petit robot blanc que vous voyez ici, qui va monter sur un rail pour aller récupérer le plus haut possible des robots. Et puis, pour gagner en termes de flux et de fluidité, bah, plutôt que revenir sur un poste de travail ou un opérateur, donc ce qu'on appelle en route sous personne, à chaque robot, bah, il va faire un peu un prélèvement, un chemin de picking, hein, si on veut l'assimiler à un préparateur classique, où il va prélever ici sur le visuel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va ramener 6 bacs qu'il va proposer, qu'il va déposer sur un poste de travail, donc avec un équipement de poste de convoyage et autres qui va bien. Et donc, il va reprendre d'autres bacs pour aller les redéposer en stock en parallèle. Donc là aussi, on va, en fonction du besoin de flux qui a été identifié, on va pouvoir aller calibrer, estimer une flotte et mettre en route donc ces produits-là qui peuvent être ce qu'on appelle multiprofondeurs, c'est qu'on peut on peut stocker des bacs sur plusieurs profondeurs sur lesquels on va pouvoir aller exploiter un maximum de hauteur là où un opérateur ne peut pas aller et là où on va voir que finalement les largeurs d'allée sont très étroites, hein, puisque bah, on voit que c'est la largeur de plus ou moins de l'AMR qui supporte ces structures. Et donc ça va permettre de gagner à la fois en hauteur, à la fois donc en largeur d'allée, avec quand même, il faut préciser quand on a ce type d'installation qu'il faut dédier aussi les surfaces sur les convoyeurs qui approvisionnent les postes de travail, hein. Donc ça veut dire qu'on gagne d'un côté, on en perd un peu dans l'autre, mais au global, si on raisonne mètre cube, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir gagner en termes de comparaison entre une solution manuelle et une solution automatisée, puisqu'encore une fois, on va gagner énormément sur la partie dédiée à la circulation des produits.
Des carrousels verticaux hein, qu'on connaît, qui sont installés relativement partout dès l'instant où on a de l'industrie, de la pièce détachée, de l'outillage à gérer, des petits produits. Voilà, donc avantages, inconvénients de ces solutions. On peut avoir donc des postes de prélèvement. Donc alors aujourd'hui, contrairement aux premières carrousels qu'on pouvait avoir, hein, donc on a bien une distinction entre donc la partie mouvement des tiroirs du carrousel et donc dépôt sur là aussi sur une ouverture sur un poste de travail qu'on peut multiplier du coup entre plusieurs opérateurs. On peut imaginer travailler au rez-de-chaussée pour la réception et en hauteur et en fonction des étages et des niveaux euh, pour la mise à disposition des produits. Voilà, c'est des choses qu'on peut bien faire. Euh, Quand on est sur des flux et des grosses préparations de commandes, on n'est pas à l'abri ici de dire bah, j'ai une commande à préparer avec trois produits. Mon premier produit est dans une étagère, mon deuxième dans une autre et mon troisième dans une troisième. Donc on n'est pas tout à fait dans un route sous personne où tous les produits peuvent arriver au même opérateur, mais on va être obligé de mettre derrière un réseau de convoyage ou un système de chariot de manière à pouvoir aller compléter, massifier donc cette préparation. Alors quand je dis massifier, hein, c'est consolider, pardon, cette préparation avec les produits qui sortent de cette zone de stockage, qui de toute façon quelque part pourra très certainement être consolidé également avec des produits qui sortent d'une technologie palette ou d'une préparation manuelle palette, hein, puisque quand on parle d'automatisation, on n'est pas obligé d'automatiser 100% d'un entrepôt des activités, mais on peut automatiser partiellement une activité, soit les palettes, soit les colis, soit les hors-gabarits, euh, tout partie. En tout cas, c'est des choses qu'on peut faire et l'essentiel, c'est de le gérer correctement. Voilà, donc le slide suivant concerne lui aussi les colis. On va parler d'une technologie qui est plus connue, qui est donc la partie mini-load, hein, j'allais dire historique, même s'il y a des évolutions aujourd'hui avec ces notions donc, de mini-load, où là on va aller chercher de la hauteur, là on peut aller à 18 ou 25 mètres, donc on est assez haut, chose qu'on peut faire aussi avec la partie shuttle et élévateur. Ici, donc, on pourra en parler aussi quand on parlera de transstocker palette, c'est le même principe. On a une grue centrale qui va dans l'allée avec une tête qui va aller chercher 1, 2, 3, 4 bacs, qui va les déposer sur un convoyeur en tête d'allée, qui va retourner et chercher des bacs, mais au passage va redéposer des bacs, va réceptionner des bacs. On est capable donc de faire la multiprofondeur sur ces outils-là, donc, mais ça veut dire que on a un petit peu de temps entre le fait de dire je vais chercher le troisième, donc il faut que j'évacue les deux premiers, éventuellement je les garde sur ma tête si j'ai de la place, sinon je trouve des places ailleurs vides pour positionner ces bacs et je vais récupérer le troisième bac pour le prendre. Ici, donc la contrainte va plutôt être le flux, hein, c'est-à-dire que la grue, elle a une capacité limitée, contrairement à des systèmes qui sont ici donc de shuttle, donc de navettes et d'élévateurs, où donc on peut mettre ces navettes alors soit sur élévateur, soit derrière, donc des navettes qui elles vont grimper toutes seules sur une structure et donc ensuite vont rentrer dans des allées et vont aller chercher soit positionner, soit récupérer des bacs. Et là, dans une allée, on peut mettre, j'allais dire, autant de navettes qu'on veut. Elles vont gérer finalement leur croisement de flux et les passages. Euh, sur la partie donc ici mini load, on exploite cette hauteur. On n'a qu'une grue par contre, hein, encore une fois par allée. Et donc quand en termes de maintenance, de panne, etc. Donc on a une moins bonne résilience que le système shuttle, puisque ici on voit qu'on a un système avec un shuttle avec des caillebotis, c'est-à-dire qu'un opérateur peut aller euh, intervenir sur une navette qui peut être coincée, bloquée, qui a une difficulté. On va aller inhiber juste ce qu'il faut dans le système. Tout l'ensemble du système peut fonctionner, sauf la partie où il y a l'opérateur, que le mini-load, en fait, on est coincé dans toute l'allée. Donc c'est ce qui va faire aujourd'hui la différence finalement entre les deux technologies, plus une notion de flux qui est quand même assez importante.
À droite, une structure avec donc des shuttles, ce qu'on appelle 2D, c'est-à-dire qu'elles prennent pas un élévateur, elles montent direct dans les niveaux, elles sont pas dépendantes d'un ascenseur. On va retrouver, si on veut bien passer au slide suivant. Maintenant, donc des solutions qu'on appelle cubiques, hein, donc on va entasser donc des bacs les uns sur les autres. On va aller donc soit par le dessus sur la solution de gauche que je ne citerai pas, soit par le dessous sur la solution du milieu que je vais citer, que je citerai pas, pardon non plus. Et puis donc une troisième technologie qui est à droite, donc où là, on vient là aussi densifier. Hein, donc on est sur le climbing, hein, donc c'est cette souris qui va passer partout et qui va donc aller monter, chercher des bacs et stocker des bacs avec une profondeur et donc avec un réseau important. Ces solutions-là, dès là si on parle navette, on est capable d'aller avoir sur 10 mois de l'année un certain nombre de navettes pour répondre aux besoins et quand j'ai 2 mois de pic très fort, aller chercher la navette en location pour aller compléter donc la flotte et ne pas payer finalement des navettes sur toute l'année, un peu comme le principe des chariots de manutention avec une distinction courte durée, longue durée. Je pense qu'on va parler maintenant palette. Alors voilà, palette, les solutions relativement manuelles hein, pour exploiter la hauteur, le tridirectionnel, le rétractable, du semi-automatisé avec, c'est des choses qui se font bien, donc des racks accumulation donc avec shuttle, c'est-à-dire que c'est plus l'engin et le carré qui rentre dans les couloirs de rack, mais il reste en frontière du rack et donc c'est une navette qui va emmener des palettes au fond, qui va ramener des palettes devant la structure, ce qui permet aussi de plus avoir une exigence monoréférence, monolo sur toute une hauteur de structure, mais bien de pouvoir distinguer des couloirs, voire si on est en entrée-sortie, de pouvoir avoir une référence en entrée, une référence en sortie et d'accéder par les deux côtés de la structure. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement bien aujourd'hui dans les entrepôts et donc avec des solutions intermédiaires et qui peuvent être, là aussi je vous parlais donc de notion de buffer sur des cas d'expédition, on peut très bien appliquer ces technologies sur des cas d'expédition. Quand on parle palette, eh bien, tout à l'heure, je vous parlais mini load pour les colis. Ben, l'équivalent, c'est le transstocker palette, simple, double profondeur. Alors, structure auto-supportée ou non, hein, c'est là qu'on a quelques difficultés maintenant avec l'évolution des normes et notamment Lubrizol, puisque Lubrizol nous impose d'avoir une distance minimale entre la palette et le bardage. Or, sur un bâtiment autosupporté, ben, on vient fixer le bardage sur la structure des racks et donc on n'a pas cette distance et donc ça veut dire qu'on peut plus stocker de palettes aussi loin et donc on perd euh, très rapidement de la capacité sur ces structures, surtout que c'est des structures qui sont faites pour aller haute de manière assez conséquente. Donc les transstockers, hein, donc même principe, hein, c'est une grue centrale qui vient chercher la palette ou qui vient déposer une palette et qui la met sur un réseau de convoyeurs qui va sur un poste ou un opérateur, donc pour faire du picking ou de la dépose palette, ou on peut être aussi sur la palette complète qu'on vient et qu'on dépose en termes de stock de réserve. Même principe donc de transstocker, mais qui cette fois la grue du transstocker va embarquer donc un shuttle et donc cette navette va nous permettre d'aller très loin en profondeur et là si on regarde cette notion de ratio entre mètre carré d'allée de circulation par rapport à mètre carré de stockage, donc si on est au sol, eh bien on voit qu'ici avec cette navette on a vraiment très peu de mètres carrés dédiés à la circulation par rapport donc à cette capacité de stockage et qui plus est des systèmes qui nous permettent d'aller très haut. Alors très haut en fonction de la capacité du bâtiment, en fonction des contraintes de sprinklage, en fonction du PLU, en fonction de tout un tas de choses, puis en fonction de l'éclairage puisque l'éclairage, oui, on a besoin d'un éclairage pour la maintenance et pour intervenir, mais en termes d'énergie, c'est des systèmes qui peuvent travailler entièrement à l'aveugle dans un entrepôt totalement noir.
Et puis sur le même principe que la shuttle colis finalement, on a les shuttles donc 2D, 3D, donc qui peuvent venir dans une structure, poser, déposer de la palette avec une structure qui est très souple, qui peut s'adapter aux contraintes, à du multi-hauteur en bâtiment, à des entrepôts qui sont en pointe, qui peut tourner autour des poteaux. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aime pas bien en logistique, hein, ces fameux poteaux. Mais il faut bien avoir des structures pour tenir le toit et être à l'abri. Et donc voilà, c'est des systèmes qui eux aussi sont un peu plus souples que des transstockers à installer et à faire évoluer dans le temps. Toujours sur la palette, si ça veut bien. Non, fini avec la palette, on passe au hors gabarit. Voilà, hors gabarit. Donc ici, on parle de hors gabarit plutôt de longueur, où on a des systèmes donc avec des plateaux qu'on vient remplir, des systèmes de cassettes finalement qu'on vient et qui vont être déposés dans une structure. Et donc là aussi, ça nous permet la hauteur. Et donc chez certains clients, on voit des systèmes qui permettent d'alimenter ces structures depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'on s'embête plus à avoir à rentrer des grandes longueurs, de dire attention à tout le monde, écartez-vous, j'amène mes tuyaux de 6 mètres dans l'entrepôt, etc. Puis j'ai besoin de tourner, de passer une porte pour aller les stocker. On a une ouverture dans le bardage, on met nos produits, la cassette sort, on met le produit dedans, le bardage, enfin la porte se referme et le produit va en stock et est ensuite présenté à préparateur au même titre que tout système donc automatisé. Donc il y a aussi des solutions qui existent pour automatiser le hors. Alors, c'est pas évident en 45 minutes de faire le tour de toutes les technologies. Les technologies évoluent tous les jours. On en a vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller soit à Global Industries, soit au SITL donc, le mois dernier. On était présent sur Global Industries. Il y a beaucoup de technologies qui arrivent, beaucoup d'évolutions. Et donc, après, bah, nous, on s'efforce de faire de la veille technologique pour votre compte et bah, de venir vous restituer en fonction de vos cas spécifiques. Donc, de venir vous proposer donc des cas d'usage. Ceci étant, attention, l'automatisation, encore une fois, n'est pas forcément la solution pour tout le monde. On verra qu'il y a des solutions aussi qui passent plutôt par l'amélioration continue. Et bien souvent, on va commencer un projet par l'amélioration continue. Euh, et quand on parle d'automatisation, on dit ouais, chouette, on a un ROI, etc. Oui, c'est bien le ROI. Donc on a ce qu'on appelle le build, hein, qui va constituer le capex, le billet d'entrée de l'automatisation. On a le run, donc l'OPEX, hein, c'est mon organisation va nécessiter tant d'opérateurs, tant de robots, donc tant de maintenance, un peu d'électricité, etc. Donc voilà pour les OPEX. Certains fournisseurs aujourd'hui commencent à venir vous proposer des installations donc avec des tarifications très variables liées au volume ou aux installations. Et donc on passe plutôt en mode location, voilà, ce qui peut alléger dans un bilan financier donc la partie capex et les mobilisations financières. Voilà, donc c'est des choses qui s'étudient très bien donc, et qui se comparent très bien parce qu'il y a forcément évidemment des coûts financiers aussi qui s'appliquent ici. Donc on peut établir ce coût assez facilement de retour sur investissement en comparant l'évolution des OPEX par rapport donc, au niveau d'investissement, à condition et c'est un vrai point d'intention et je vous invite vraiment à, à prendre soin de ce slide-là, de bien anticiper ce qu'on peut appeler les coûts indirects, les coûts cachés, on les appelle comme on veut, mais c'est des coûts quand même. Évidemment, il y a une notion de phasage, ça c'est important, et on en parle aussi. Hein. C'est un des critères, c'est bah, comment je travaille pendant que je monte ma structure et que je monte mon installation. Est-ce que je dois est-ce que je dois confier à un prestataire logistique un certain nombre de produits? Est-ce que bah, j'ai une organisation à plusieurs sites, donc bah, je déleste tout sur d'autres sites
et je vide mon site pendant ce temps-là. Est-ce que je peux aller donc en mode chaise musicale? Est-ce que je peux louer une structure légère pour stocker des produits à la place du parking voiture? Et puis bah, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, donc tout ça c'est quelque chose d'important et il y a forcément un coût qui va rentrer dans un coût de projet, dans un coût de construction du projet, au même titre que la formation des équipes, au même titre que tout ce qui va être paramétrage, interfaçage des systèmes d'information. On n'a pas beaucoup parlé de systèmes d'information, mais c'est capital en termes, ouais, vous avez l'investissement et derrière, donc un coût récurrent de licence WMS, WCS, etc. Mais vous avez aussi donc l'interface initiale à mettre. Vous avez donc à anticiper des coûts de maintenance, à avoir sur place un lot de pièces détachées, hein, voilà, de niveau 1, de manière à pouvoir vous dépanner par vous-même le plus vite possible quand vous avez donc une panne ou une casse dans un des mécanismes. Vous avez donc toute cette conduite de réapprentissage du processus bah, qui fait qu'on a vraiment un apprentissage et un ramp-up de la solution qu'il faut anticiper, qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc on ne met pas on ne mène pas un projet ou un changement de processus en période de pic ou autre. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut vraiment tenir compte. Et nous, notre rôle, c'est aussi de vous alerter sur tous ces points d'attention en disant, OK, alors je dis pas, il faut pas aller sur l'automatisation parce que, oulala, il faut tenir compte de tout ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'automatisation prend une part de marché de plus en plus conséquente. Hein. On a des solutions qui sont euh, plus, j'allais dire, plus agile à mettre en place et avec des coûts peut-être moins importants proportionnellement que des installations qu'on a pu connaître il y a quelques années. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper pour éviter de se retrouver coincé à un moment donné en disant, oh là, ça, je l'avais pas anticipé. Les critères, hein, les compatibilités système d'information, c'est des coûts qui montent assez vite quand on parle de développement ou d'interfaçage. La qualité des données, ça c'est quelque chose d'important. Et pendant un projet d'automatisation, ben, on va s'efforcer de dépoussiérer la donnée, de la rendre compatible, fiable, parce que c'est quand même le point d'entrée. Et donc un opérateur, vous allez lui dire, tu mets ce produit-là ici, il va dire, hop, 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 c'est trop lourd, je peux pas le mettre. Eh ben, voilà, si on n'anticipe pas ça, ben, à un moment donné, on va être coincé avec des produits qu'on pourra stocker nulle part. La partie phasage, hein, on en a parlé, et puis donc également le fait d'embarquer les équipes sur ce nouveau projet avec des nouvelles compétences qu'on peut faire en formation interne, mais un chef d'équipe qui avait plutôt l'habitude de sortir le sifflet sur son équipe en disant, les gars, il nous manque 2 personnes aujourd'hui, mais on va donner un bon coup et puis ça va être transparent. Ben, le jour où il y a un convoyeur central qui s'arrête, ben, il aura beau sortir son sifflet, le convoyeur ne va pas forcément démarrer. Et donc, bah, c'est des nouvelles compétences à avoir, soit qui peuvent s'acquérir par formation, soit qu'on va confier à une entreprise de maintenance locale, soit que le fournisseur va assurer. Voilà, quand on est en général, quand on est sur un site qui a de la production, on est aguerri. Quand on est sur un site qui est purement logistique, on a un peu plus de mal à aller chercher la compétence. Parmi les points d'intention aussi, c'est la gestion du projet. Encore une fois, tout n'est pas financier dans la prise de décision, mais donc avec cette bonne étude de faisabilité ou ce bon APS dont je vous ai parlé, il faut être bien préparé, il faut argumenter et donc avoir un projet avec le maximum de compétences. Hein. L'idée, c'est pas de dire mon voisin fait ça, je vais faire la même chose. L'idée, c'est pas de dire ouais, bah, je sais pas trop comment ça marche en informatique, mais je vais me débrouiller et puis ça va le faire. Non, il faut avoir les bonnes personnes autour de la table, il faut gérer le temps, il faut gérer les jalons, il faut gérer, valider les étapes les unes derrière les autres. C'est un vrai projet. Et donc forcément, je ne peux que faire la publicité pour Simco quand c'est comme ça ou pour un cabinet conseil. On a parlé d'automatisation, hein, puisque on va le mettre dans une phase d'innovation. Hein, ici, on prend l'ascenseur, on investit, on prend l'ascenseur et on le met en place. Rien n'empêche d'avoir des fois des solutions. Quand on fait l'étude de faisabilité, on va avoir des solutions qui vont plutôt être orientées amélioration continue. Ce qui est l'objet de nos prochains webinaires, c'est le 26 juin, si vous voulez d'ores et déjà préparer, anticiper la date ou réserver dans votre planning. Euh,
mais l'amélioration continue n'est pas compatible avec l'innovation. Bien souvent, on va commencer, quand on va faire des audits de terrain, on va dire, bah, tiens, là, il faut qu'on commence à améliorer, il faut maîtriser son process pour pouvoir l'automatiser. Donc, voilà, on mène ces étapes d'amélioration continue, de dépoussiérage de données, d'indicateurs, de tout ce qui va bien, de manière à pouvoir préparer ce basculement vers l'automatisation. Voilà, j'ai essayé, encore une fois, pas évident, hein, ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. J'ai essayé de vous partager à la fois la partie méthodologie, à la fois la partie technologique, ces enjeux de densification, hein, pour gagner vraiment, pour densifier son stock, pour gagner de la surface sur le terrain. Évidemment, je ne saurais que vous inciter à faire appel à un cabinet de conseil, hein, comme le font à peu près 40% donc des entreprises euh, qui ont des sujets d'évolution d'entrepôt, technologie d'entrepôt. Il y a une enveloppe d'entrée clairement au départ, mais celle-ci s'amortit avec le temps et ça, nombreux clients peuvent en témoigner. Et pendant que vous préparez vos questions, que vous saisissez vos questions ou que je vais regarder si vous avez des questions posées, je vois qu'il y en a, je vous propose de retenir donc ces 2 prochains webinaires, 2 prochaines dates. Donc amélioration continue le 26 juin et puis donc entrepôt à fort niveau de picking. Donc voilà, là aussi on va très certainement faire appel à l'automatisation, mais on peut parler de stockage densification, on va vraiment parler poste de travail, on va vraiment parler organisation, en disant bah, comment est-ce que on anticipe un entrepôt sur lequel on a du picking. Entre les deux, évidemment, on est à votre disposition et vous avez nos coordonnées sur le slide suivant que je vous laisse. Vous les avez eus puisque vous êtes inscrit également à ce webinaire et je vais de ce pas regarder vos questions. Alors, si j'arrive à les avoir, j'ai vu qu'il y en avait. Alors bon, alors il y a une question qu'on n'est pas, impossible de me connecter pour l'instant. Si vous avez posé la question, c'est que très certainement vous avez réussi à vous connecter, mais finalement c'était pas une question. Pour une étude de faisabilité complète sur un projet d'entrepôt ou d'automatisation, j'aimerais bien avoir la question complète. Voilà, quelle est votre fourchette de prix typique, ordre de grandeur et qu'est-ce que cela inclut concrètement? Alors, c'est pas une fourchette de prix, c'est plutôt une fourche de prix qu'on va avoir. Tout dépend de la maturité des données entrantes et de la facilité pour nous de les interpréter. Tout dépend de l'ampleur du projet, tout dépend derrière, donc voilà, d'un nombre de références, d'une catégorisation produit, etc. Je ne peux pas me lancer comme ça. Je préfère peut-être vous contacter, vous passer un petit coup de fil pour évoquer ensemble une notion de fourchette de prix. Euh, Chez Simco, on aime bien, nous, aller chez les clients, aller chez les prospects pour pouvoir sentir vraiment ce qu'on doit faire, la hauteur de la marche à franchir, pour justement préparer et réaliser cette étude de faisabilité avant de se lancer dans un chiffrage. Voilà, donc je ne sais pas à combien de jokers j'ai droit, mais je vais dire joker pour cette question. Encore une fois, ouais, c'est plus une fourchette, c'est vraiment une fourche de prix que je vous donnerai. Mais promis, je vous contacte à l'issue de l'exercice. Une autre question. Dans un fonctionnement comme le nôtre, avec des flux combinés détail, colis, palette, comment recommandez-vous d'organiser les solutions? Faut-il
optimiser chaque flux séparément ou chercher une solution globale? Alors voilà, ça c'est une question que je préfère, sur laquelle je vais être plus à l'aise. Euh, c'est qu'en fait, on va analyser, on va vraiment disséquer et identifier et prendre les flux les uns à côté des autres, parce qu'il y a des solutions qui diffèrent en fonction, encore une fois, hein, donc petit volume, palette, etc. Il y a des notions de consolidation ou pas. Il y a des produits qui vont direct bah, sur certains. Alors je vois le nom d'entreprise, donc j'imagine que vous avez très certainement des commandes sur lesquelles vous allez prendre une unité, vous allez directement peut-être la mettre en B2C chez un client. Vous avez des préparations qui vont vous demander de l'unité, puis de la consolidation avec des produits plus conséquents euh, pour ensuite l'emmener chez un grossiste ou un vendeur. Ben, alors je dis ça un peu à blanc. Voilà, l'idée c'est vraiment de dire bah, je prépare d'un côté finalement, alors en fonction de la technologie qu'on va adopter, mais je prépare d'un côté les petits volumes, je prépare d'un côté les gros volumes, et en fonction donc des contraintes des temps, de l'image des commandes qui est importante aussi, puisqu'encore une fois il n'y a pas deux organisations qui sont identiques. Eh bien je vais soit je vais avoir un buffer de petits volumes et quand je vais préparer mes gros volumes, je vais récupérer mon petit volume pour mettre dessus et j'ai pas de temps d'attente et euh, je mets sur la fin de ligne donc pour fermer les colis, coliser, filmer, peser, étiqueter, etc. Et ça va partir. Soit c'est plutôt je prépare mon gros volume, puis j'amène vers la zone petit volume et quand je fais mes petits volumes, pop, je l'associe à mon gros volume et je pars comme ça. Donc on va vraiment, en tout cas, en fonction des surfaces disponibles, en fonction des volumes, on peut avoir une solution très manuelle d'un côté, très automatisée de l'autre, et les deux, de toute façon, à un moment donné, vont avoir une consolidation pour pouvoir prendre le même camion derrière et partir chez le client. Voilà, donc il y a des notions aussi d'itération, hein, le produit que je viens prélever. Est-ce que j'en ai besoin pour un client dans ma journée ou dans mon portefeuille de commandes pour 10 ou 15 clients et bah, ça va forcément amener la réponse va amener des solutions différentes derrière en termes de conception et de flux. Et donc on va vraiment, c'est l'importance de cette étude de faisabilité, analyser les flux, analyser les pics, analyser les besoins pour déduire derrière les solutions qu'on va adapter dessus. Je suis désolé, ça reste un petit peu généraliste comme réponse, mais en tout cas, on va en tout cas adapter la solution en fonction du besoin. Alors, j'ai une autre question. Tout ce que vous avez présenté concerne plutôt, alors la suite de la question dans une autre question, très certainement. Euh, ah, alors, elle est ici. Globalement, tout ce que vous avez présenté concerne plutôt en termes d'automatisation des flux de marchandises de petits ou moyens volumes, des gabarits et pas trop lourd. Alors en fait, le poids aujourd'hui, le poids n'est plus un problème. Quand on parle d'automatisation, alors évidemment, on va pas mettre 3 tonnes, mais on peut avoir des gros AGV qui déplacent des grosses charges lourdes, hors gabarit, etc., d'un point A à un point B. On parle d'automatisation, on va pas forcément parler ici d'optimisation en termes de surface, mais ça va plutôt faciliter effectivement la prise. Mais aujourd'hui, les solutions d'automatisation s'adaptent. Alors, on a, en fonction des technologies, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé. Quand on va stocker en bac, par exemple, on va être limité en fonction de la technologie, aller entre 25, 30 et 50 kilos, ou après on va rentrer dans des solutions personnalisées pour aller chercher de poids, et sachant qu'on va rentrer dans des catégories standards de bac 400 par 600, donc un quart de palette. Donc voilà, et ça rentre aussi dans les critères d'analyse et de choix de la technologie, d'identification de la technologie, parce que bah, il y a des solutions qui permettent d'embarquer plus de poids que d'autres. D'autres questions? J'ai perdu mes questions. J'ai perdu mes questions. Ah, peut-être ici. Voilà. Excusez-moi.
Alors, j'ai une autre question. Quel ROI vous semble acceptable pour ce type de solution automatisée? Eh bien, c'est plutôt votre directeur financier ou votre direction générale qu'il faut poser la question. Là aussi, je vais botter en touche. On a des clients qui sont très exigeants sur le ROI et qui nous disent: «Oh là, moi monsieur, j'ai une culture industrielle et donc si vous venez me présenter des solutions avec des ROI inférieurs à 18 ou 24 mois, enfin supérieurs pardon à 18 ou 24 mois, jusqu'à 36 mois, je veux bien étudier, mais au-delà de 36, c'est niet, quoi. Voilà. Donc on a des fois des ROI donc des exigences de ROI très courtes. Et le ROI finalement, on va l'obtenir comment? On va l'obtenir soit parce qu'on amène l'automatisation et qu'on va diminuer la dépendance aux ressources humaines, donc bah, c'est en fait bah, c'est les coûts RH, masse salariale annuelle d'un opérateur qui va vient nous compléter cette partie-là. Soit en termes de densification, on va obtenir un ROI parce que dans le même espace, dans la même surface, on va densifier, donc on va mettre plus de produits, plus de palettes, voilà, et on va aller peut-être libérer du surstock que chez un prestataire ou ailleurs. Soit on va partir d'une page blanche et le ROI, on va le comparer en disant, ben, je monte plus haut parce que j'ai un nouvel entrepôt, je monte plus haut, donc j'ai un investissement qui est plus fort en intralogistique, par contre, que je vais alléger, puisque je vais alléger mon besoin de surface d'entrepôt en mètre carré, donc plutôt sur une construction neuve, par rapport à je m'étale un peu, je prends des RH et enfin des opérateurs, et puis donc je reste sur une hauteur avec un fonctionnement plutôt traditionnel. Voilà, donc ça dépend des entreprises. On a des entreprises qui acceptent donc, enfin qui ont une limite de ROI en général, c'est entre 36 et 60 mois, donc entre 3 et 5 ans, pour pouvoir aller retrouver des ROI. Mais il y a des entreprises qui acceptent aussi d'avoir des ROI un petit peu plus longs. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des fois des investissements qu'on appelle sous contrainte. C'est que si j'investis pas là, bah, je sais plus fonctionner. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On a d'autres questions. Je dois vous laisser. Merci pour vos réponses. Ok, très bien. Bah, merci à vous. Euh, Est-ce que j'ai d'autres questions ici? Je n'ai pas l'impression. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez ici donc une adresse mail, des coordonnées. Je vous ai donné, et c'était ici les dates des prochains webinaires. Entre-temps, évidemment, on peut s'appeler, on peut faire une visio, on peut échanger sur vos projets. C'est strictement sans engagement pour vous, mais ce serait un plaisir de vous accompagner dans vos démarches d'amélioration d'entrepôt, soit amélioration continue, comme on va le voir le 26 juin, soit sur des améliorations en termes d'automatisation. Merci à vous, à très bientôt et au plaisir, au revoir.